Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera connu dans quelques heures. Ce jeudi, les députés de la 8e législature ont été installés. Nous reviendrons dans cette édition sur les images de la cérémonie d'installation. Les véhicules de la flotte Benintassi sont retirés momentanément de la circulation jusqu'à nouvel ordre. Vous suivrez dans cette édition les motifs de cette suspension. Et puis, les inondations provoquées par une forte pluie font 15 morts à Bamako et des dégâts matériels importants. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La 8e législature est désormais installée pour faire face aux défis qui l'attendent. Cette cérémonie d'installation qui s'est déroulée ce jeudi a été consacrée à la lecture de la décision de la Cour portant proclamation des résultats des élections d'avril 2019, des recours portés contre l'élection de certains députés. Les députés ont aussi eu droit à la lecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Conformément à la pratique législative, ils sont actuellement en séance pour élire le bureau de l'Assemblée nationale. Suivons un extrait du discours prononcé par le doyen d'âge qui a présidé la cérémonie. Mesdames et messieurs, la fonction de député exige des qualités profondes et une vision assez claire de la mission dévolue à l'Assemblée nationale. C'est dire que cette fonction ne s'improvise pas, puisqu'elle tire son essence de la Constitution. Aussi, les députés doivent-ils se considérer comme des vigiles de la démocratie, rôle qu'ils sont appelés à exercer grâce aux moyens légaux que leur confère la Constitution, à savoir le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. En effet, la mission qui est la nôtre en tant que parlementaires mérite une vigilance de tout instant. Nous avons intérêt à ce que nous avons intérêt de ce fait à travailler pour accomplir notre mission avec rigueur afin de répondre aux attentes de notre peuple. Mesdames et messieurs, avec les dernières élections, le message de notre peuple est on ne peut plus clair. Il nous invite en effet à faire du Bénin un pays épris de justice, de paix, mais aussi un État où chaque citoyen a droit et accède au bien-être et à la liberté individuelle et collective. La 8e législature qui s'installe ce jour doit donc s'inscrire dans cette dynamique et travailler de concert avec les autres institutions de la République à relever les défis de la démocratie et du développement. Pour y arriver, il faut de la part des législateurs que nous sommes un engagement ferme, un dévouement sans relâche et une volonté inébranlable à se mettre au service des autres et de la nation, puis à les servir avec abnégation, quelle que soit notre appartenance politique, ethnique, régionale ou religieuse. Alors, mesdames, messieurs, nous avons en ligne dans cette édition Peggy Ludovic Dagba depuis le Palais des gouverneurs où a lieu l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Horatia Djadji. Alors, Peggy, les nouveaux députés sont à l'Assemblée nationale depuis quelques heures pour l'élection du nouveau bureau. Que doit-on savoir? Eh bien, Horatia Djadji, c'est vous qui avez raison. Ils y sont, les nouveaux députés élus pour la 8e législature qui ont été installés hier seulement. Ils sont donc à l'Assemblée nationale depuis 12h07 où il y a eu démarrage officiel de la plénière ce jour. La plénière a été ouverte par le doyen d'âge, j'ai nommé Wallis Joumarou, qui a donné la parole à Yakoubou, voilà, Oro-Séguéné, l'un des secrétaires parlementaires, l'un des plus jeunes de l'Assemblée nationale, pour donner lecture du compte rendu sommaire de la plénière d'hier,
après quoi nous avons enregistré la démission du ministre Saka Lafia de son poste de député. Il a été remplacé par Madame Marianne Tchabi Talata, suppléante donc du ministre, qui a été officiellement accueillie au sein de l'hémicycle par le doyen d'âge qui lui a souhaité la bienvenue, lui demandant de siéger en lieu et place donc de Saka Lafia. Juste après, on a eu la lecture des dispositions du règlement intérieur qui organise le vote des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs articles ont été lus à l'occasion pour donner toutes les précisions qu'il y a autour donc de ce vote qui sera enclenché dans quelques instants seulement, mais la séance a dû être suspendue à la demande de quelques députés pour permettre aux deux listes de s'entendre et d'harmoniser les positions sur l'élection qui donc va s'ouvrir sous les coups de 14 heures, si on peut dire. L'élection donc va commencer autour de 14 heures. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette édition. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Suivons à présent les impressions de certains députés à la fin de la cérémonie d'installation de la 8e législature ce jeudi 16 mai 2019. C'est le défi de la 8e législature, c'est celui de rester en contact avec la population, de ne pas rester déconnecté des réalités, de mettre en place des mécanismes qui nous permettront de les rencontrer, de rencontrer la population régulièrement. Moi, mon point de vue est contraire, parce que j'aurais à prendre la parole pour soutenir, pour désapprouver, pour dire ce que je pense de l'exécutif. J'aurais à prendre la parole pour voter la loi et dire mes impressions. Et je compte beaucoup sur mes populations puisque je leur ai dit pendant les campagnes que je dois les associer à tout ce que je vais faire au niveau de l'Assemblée nationale, avant, pendant et après le vote des lois. Donc je dois aussi m'occuper du contrôle de l'exécutif à travers toutes les décisions qui vont être prises. Cette 8e législature a le devoir de rassurer notre peuple en contrôlant sans aucune complaisance et de manière très objective l'action du gouvernement, mais aussi en votant des lois pour le bien-être des populations. Et donc c'est à cela que je souhaite que cette 8e législature s'attelle. Évidemment, si j'y siège, je vais avec plaisir m'employer à accompagner cet élan de construction de notre pays et d'accompagnement aussi de la dynamique de développement qui est en cours et qui est une fois encore le seul chemin pour nous tous de vivre dans un pays où chacun a des opportunités. La décentralisation également constitue un panier nécessairement où il faut avancer avec le pays, connaître le développement et au niveau du Parlement également. Donc l'un mis dans l'autre, je me retrouverai forcément. Aujourd'hui, tout le monde nous attend pour voir est-ce que ces partis peuvent réellement faire le travail pour lequel ils sont à l'Assemblée. Je vous dis d'ores et déjà que nous allons accomplir cette tâche pour le bonheur de la population béninoise. Parce qu'un député à l'Assemblée nationale doit voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Si on est ici et qu'on ne peut pas faire ce travail, ça veut dire que nous ne sommes pas des députés. Donc nous voulons rassurer toute la population béninoise que la 8e législature fera bel et bien le travail. D'autres députés ont également donné les impressions. Il s'agit de Rosine Daïro, Robert Bignan, Abiosé Abdoulaye Razak. On les écoute. Nous voulons tous la paix dans notre pays et je crois que le peuple béninois est mature et nous sommes classés parmi les tout premiers pays de l'Afrique où il y a la paix. Et je crois que nous n'allons pas faillir. Nous souhaitons toujours que cette paix dure. Cette installation s'est déroulée vraiment dans une alliance en bon enfant. Et vous voyez, tout le monde était là, les députés, que ce soit le président de la République, tous
on se congratulait, on s'embrassait. Donc je crois que ce qui est important pour nous, c'est comment construire le Bénin. C'est comment accompagner l'action du gouvernement, évidemment, pour des lois qui vont vers le développement, qui vont impacter le développement de notre pays. Oui, c'est la continuité dans nos conseils. Je crois que ce message qu'il nous a livré, c'est un message d'apaisement et d'encouragement dans la continuité, dans l'effort qui est fourni jusque-là. Il nous a demandé d'être unis, de travailler avec la SAIES pour améliorer donc la qualité de l'image de notre Assemblée nationale, qu'il a joué d'abord d'une assemblée très performante dans la sous-région, surtout dans la zone francophone. Je crois que c'est un message que nous avons bien reçu et compris. Nous allons faire œuvre utile pour quand même mettre en pratique le message qui nous a livré. Mes impressions sont bonnes, d'autant qu'on n'installe pas quelqu'un qui n'est pas allé en campagne. Donc la campagne a eu lieu, ce qui fait que aujourd'hui nous avons mis en place la 8e législature qui, ma foi, ne va pas démériter comme la 7e. Et vous savez, avec la charte des partis politiques, il y a beaucoup de changements qui seront connus, mais toujours pour la démocratie, pour le développement de notre pays. Vous avez 2 grands partis représentés au Parlement, mais les débats seront d'une grande facture qui permettront à la population de voir que réellement il n'y a pas de regret qui se ferait entre la 7e et la 8e législature. Elle me donne la preuve que j'ai de lourdes responsabilités. Et désormais, face donc au peuple entier. Et c'est maintenant que je dois me mettre au travail pour travailler, pour chercher donc à satisfaire ces demandes. La plupart du temps, j'ai compris que nos populations ne sont pas encore n'ont pas encore bien adhéré aux réformes. Or, ce sont des réformes indispensables pour le développement de notre commune. Donc je dois travailler pour que ces réformes-là soient bien comprises de nos populations. Les véhicules de la flotte Bénin-Taxi sont retirés momentanément de la circulation jusqu'à nouvel ordre, et ceci pour des raisons de sécurité, surtout en cette période de tension au Bénin. Aristide Setien et Damé Pedro ont fait le constat. Véhicules de la flotte Bénin-Taxi en circulation à Cotonou et autres villes du Bénin jusqu'à la décrispation de la tension dans le pays. Les véhicules sont immobilisés au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kirikou pour des raisons de sécurité. Les clients s'en désolent. Et bon, selon ma pensée, je peux vous dire que c'est à cause de l'insécurité qui sévit actuellement, insécurité en matière de la politique béninoise. C'est ça qui fait qu'il y a eu, pour le moment, disparition de ces taxis dans la circulation. Et je crois que ça a été comparé par rapport aux événements du 1er et 2 mai passés. Donc, ça fait que, bon, vous avez remarqué qu'il y avait un taxi qui a été attaqué et brûlé. C'est déplorable, c'est vrai, il faut l'avouer, il faut le dire, c'est déplorable. Vous savez, notre pays, nous sommes dans un pays de droit, qu'en principe, tout devait se passer normalement comme cela se doit. Aujourd'hui, à qui la faute? On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que c'est la faute et à l'opposition ni à la mouvance. Donc nous sommes tous responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui. Joint au téléphone, Hassan Seibou, coordonnateur du projet Bénin Taxi, confirme que cette décision a été prise après les actes de vandalisme ayant ciblé les 4x4 jaunes de la compagnie de transport terrestre. Certains usagers lancent un appel aux compatriotes béninois. Ce qu'on va demander à mes frères béninois et puis à mes soeurs béninoises, c'est de voir le pays, de voir le Bénin. Parce qu'aucun développement ne peut s'opérer dans la violence, dans la guerre. Il faut que la paix règne pour que nous puissions donc aboutir au développement que nous visons réellement. À mes frères jeunes béninois, je voudrais leur dire que le vin est tiré. Il peut être amé, pas comment. Il faut qu'on le boive. Il faut qu'on le boive pour espérer construire le Bénin dont nous voulons tous. Faut-il le rappeler? Cette flotte de Bénin Taxi est installée dans les principales villes du pays avec plusieurs centaines de véhicules pour faciliter le transport urbain et interurbain aux populations.
60 tricycles ont été acquis au profit de certains acteurs du secteur agricole ce mercredi dernier. 40 des 60 tricycles ont été attribués aux pépiniéristes d'Anacad sur le site de l'ATDA Pôle 7, un appui du programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD, un programme du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers son programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD, a acquis 60 tricycles au profit de certains producteurs agricoles. Ce mercredi 15 mai, à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 dans la commune d'Abomey-Calavi, 40 ont été attribués aux pépiniéristes d'Anacad. Cet outil est très important parce que dans le travail de pépiniéristes, ils ont besoin de cet appui pour le transport du champ de l'unité de production vers les acheteurs ou les lieux de vente pour pouvoir écouler et permettre aux producteurs d'emblaver de grandes superficies. Donc c'est un outil important dans la production. Outre ces 40 tricycles attribués, les 20 restants sont destinés à d'autres acteurs. Les 20 autres sont destinés à 3 acteurs. Dans le PROCAD, nous avons à appuyer des coopératives de prestation de services agricoles. Ceux-là ont droit à 6 tricycles. Nous avons appuyé également des groupements de maraîchers. Ils en ont droit à 8. Et 6 autres acteurs qui sont des acteurs qui interviennent dans la production, à qui nous avons donné les 6 autres. Donc ça fait au total les 60 tricycles. Les récipiendaires expriment leur satisfaction pour cet appui qui les aidera à produire mieux. Ils remercient également le gouvernement. Ça doit nous permettre de pouvoir nous-mêmes ramasser du terreau pour servir de substrat, pouvoir transporter le matériel, pouvoir distribuer les plants d'anacardier greffés produits et pour lesquels souvent les gens ont des ennuis pour le ramassage et le transport. Le gouvernement tout entier mérite nos sincères remerciements. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, PROCAD, l'ATDA Pôle 4, tous méritent nos sincères remerciements. Ils ont par ailleurs pris l'engagement de faire bon usage de ce matériel afin de bénéficier d'autres appuis du gouvernement. Précisons qu'avant ce don de matériel, ces pépiniéristes ont été formés au Ghana sur financement du PPAO, Programme de productivité en Afrique de l'Ouest, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Hors du Bénin, des inondations provoquées par une forte pluie font 15 mois à Bamako et des dégâts matériels importants. Les ministres maliens de la Santé et de l'Urbanisme sont sur place pour constater les dommages et promettent aux habitants de les évacuer pour la nuit. Reportage. Des inondations sont survenues dans certains quartiers de Bamako, faisant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines suite à une abondante pluie enregistrée ce jeudi 16 mai 2019. Un bilan provisoire fait état de 15 personnes décédées et de 2 blessés, a précisé le gouvernement dans un communiqué. On a perdu toutes nos affaires, l'eau a tout emporté. Tout ce que nous avions, l'eau a tout emporté. Nous avions eu 4 morts chez nous. Des équipes de recherche et de sauvetage sont d'ores et déjà sur le terrain pour porter secours aux populations en détresse dans de nombreux quartiers submergés, ajoute le gouvernement qui exhorte les populations à observer les mesures de prudence qui s'imposent en ce début d'hivernage. Les ministres qui nous ont rendu visite nous ont promis d'envoyer des véhicules pour nous emmener passer la nuit quelque part. Ils nous promettent de faire tout le possible, alors nous sommes là à les attendre. Le Mali, pays sahélien, connaît souvent des inondations meurtrières dues à de fortes pluies. Ces inondations résultent notamment du mauvais état de maisons souvent empissées ou bâties dans le lit de marigot selon les spécialistes. Les Soudanais continuent de se mobiliser à Khartoum en dépit de l'annonce par le Conseil militaire de l'arrêt des pourparlers sur une transition politique avec l'Alliance pour la liberté et le changement. Les chefs du mouvement de contestation au Soudan ont qualifié jeudi de regrettable la décision des militaires de suspendre pendant 112 heures les négociations sur une transition politique et affirmé leurs intentions de maintenir le sit-in de Khartoum. Les 2 parties devaient plancher mercredi soir sur la composition d'un conseil souverain, organe clé de la transition vers un pouvoir civil.
Le discours du général Abdel Fattah al-Burhan, le chef du conseil de militaire du Soudan, a été très frustrant. L'Alliance pour la liberté et le changement devrait répondre au conseil militaire lors des premières discussions en soumettant ses candidats au Parlement et au prochain gouvernement. Le conseil militaire actuel est fragile parce qu'il n'a présenté aucun des symboles de l'ancien régime à des procès et nous, les civils, devons le faire par l'entremise d'un gouvernement révolutionnaire. Nous tenons le conseil militaire pour responsable des morts et des dommages qui ont eu lieu pendant le soulèvement et la manifestation immobile. Nous affirmons que nous ne supprimerons pas les barrières et les barricades. Nous nous tenons aux côtés de notre alliance pour la liberté et le changement parce qu'ils sont le principal représentant du peuple soudanais. L'accident d'avion qui avait fait 112 morts en 2018 à Cuba est dû à des erreurs dans les calculs du poids et du centrage de l'appareil selon les conclusions de la commission d'enquête officielle. On écoute. L'Institut d'aviation civile de Cuba reconnaît aujourd'hui la coopération de toutes les personnes et institutions autour de l'enquête, tout comme le Conseil national de la sécurité des transports, le fabricant des États-Unis, Boeing, ainsi que les autorités aéronautiques du Mexique. Dans un village pauvre du Pakistan, des parents attendent anxieusement que leurs enfants passent un test de dépistage du VIH. Des centaines de personnes de la région ont récemment été testées positives, semble-t-il, suite à l'usage répété par un médecin d'une seringue contaminée. Reportage. Le Pakistan a été longtemps considéré comme un pays où la prévalence du VIH était faible. Mais le virus se propage désormais à un rythme inquiétant, en particulier chez les toxicomanes et chez les travailleurs du sexe. Avec quelques 20 000 nouveaux cas de séropositivité recensés pour la seule année 2017, le rythme de propagation de la maladie au Pakistan est le deuxième plus rapide en Asie, selon les statistiques de l'ONU. Le pays dont la population est en croissance rapide souffre déjà d'un manque d'infrastructures médicales longtemps négligé par les autorités, si bien que les communautés rurales pauvres sont particulièrement vulnérables face aux pratiques médicales douteuses. J'ai été bouleversé en apprenant qu'elle avait le VIH. La maladie se transmettra à d'autres enfants. J'ai 5 autres enfants. Je ne suis pas capable de comprendre ce que je dois faire. Je ne suis pas capable de comprendre. J'ai fait tester ma fille à l'hôpital de Larkana. Ils ont confirmé qu'elle était séropositive. Ça pourrait être contagieux pour tous mes enfants. Mon mari et moi sommes séronégatifs, mais ma fille a le VIH. La colère et la peur sont palpables dans ce village durement frappé par l'épidémie. Les autorités disent ignorer pour l'instant si elle est due à des négligences graves ou aux pratiques d'un pédiatre mal intentionné. Selon des responsables, plus de 400 personnes dont de nombreux enfants ont été testés séropositifs ces dernières semaines dans la région. Ils arrivent par dizaines, s'inquiète un médecin dans le centre de dépistage rudimentaire où le personnel et l'équipement manquent cruellement. Avec aujourd'hui, dans les 9 derniers jours, nous avons testé 4703 personnes dont 180 sont séropositives et un grand nombre sont des enfants.
Jusqu'à présent, notre comité de surveillance de la maladie s'est penché sur la cause profonde de l'apparition de cette maladie dans cette région. Ils ont interrogé 64 personnes sur 180 et ils ont découvert qu'environ 40% de la cause pourrait être la réutilisation des seringues. Si le patient atteint du VIH prenait régulièrement des médicaments pour le reste de sa vie, il pourrait mener une vie normale. Il pourrait vivre une vie martiale sans transmettre la maladie aux générations futures. Les enquêteurs affirment que le médecin mis en cause au Sinde est lui-même séropositif. Emprisonné dans une cellule délabrée dans la ville de Ratodoro, il nie avoir inoculé sciemment le virus aux patients et se plaint d'être détenu aux côtés de criminels de droit commun. Mais pour les familles des personnes infectées, l'enjeu n'est pas tant les progrès de l'enquête que l'accès à une meilleure information et au traitement nécessaire pour prévenir l'apparition du sida. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à bientôt.